Je commence par un tout petit peu d'histoire, je reviens pas très très loin en arrière, je reviens juste à une période que j'ai beaucoup étudiée, qui est le moment où la notion de maladie d'Alzheimer est apparue dans la littérature scientifique. On peut dater ça très précisément. Le terme, l'expression était forgé par Émile Kraepelin, un psychiatre allemand, en 1910. C'est à ce moment-là que le terme apparaît. Les Allemands, les psychiatres et neuropathologistes allemands ne découvrent pas à cette époque le phénomène de la démence sénile. Ils ont, on dirait aujourd'hui, des cohortes à cette époque. Alzheimer publie régulièrement des articles avec 100, 200, 300 cas de personnes atteintes de démence sénile qui ont entre entre général 70 et 100 ans. Donc nous avons vieilli, nous avons collectivement vieilli, mais enfin ce n'est pas non plus un problème entièrement nouveau. Et il ne faut pas croire qu'il le découvrait à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il forge ce nouveau nom de maladie d'Alzheimer? Parce qu'à Francfort puis à Munich, Alzheimer et son équipe ont observé un certain nombre de cas qu'ils n'arrivaient pas à diagnostiquer, ou plus exactement, où ils ne savaient pas où le mettre dans la nosographie de l'époque. Le premier cas, elle s'appelle Auguste D, c'est une patiente de 50 ans. Vous comprendrez pourquoi je reviens là. Une patiente de 50 ans et personne ne sait. Le médecin traitant pense que c'est une neurosyphilis, paralysie générale. Alzheimer et son équipe pensent un moment que c'est une artériosclérose, une maladie vasculaire, et ça colle pas, l'évolution ne colle pas, il la voit depuis assez tôt, ça ne rentre pas, et Alzheimer est prudent, il dit ce genre de choses, il ne faut pas les faire rentrer à toute force dans des catégories, si on n'y arrive pas, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore décrit. Et il se rencontre en faisant, il avait la particularité d'être à la fois un excellent psychiatre, un clinicien, un vrai clinicien, un bon clinicien, et un neuropathologiste, il s'était formé auprès de Niels, donc il faisait lui-même des autopsies et des analyses cérébrales, et il se rend compte qu'il observe dans le cerveau de cette patiente les mêmes lésions qui étaient à l'époque décrites chez ceux qu'à l'époque on appelait des démences séniles, c'est-à-dire chez des sujets plus âgés avec des troubles cognitifs. Donc ils appellent ça maladie d'Alzheimer pour décrire cette forme de démence du sujet jeune qui survient en général plus tôt que les autres et qu'au départ on n'avait pas identifié comme une forme de démence sénile. Alzheimer dit c'est une forme de démence sénile atypique qui survient plus tôt, qui soulève plein de questions parce qu'on pensait que la démence sénile était liée à l'âge. Deuxième étape historique, fin des années 70, on est aux États-Unis. Microscope électronique, on s'aperçoit qu'on a oublié entre-temps Alzheimer. Alors ça, c'est fabuleux. Je n'ai pas encore compris comment ça a été possible. On a oublié Alzheimer, mais il y a eu la guerre. Et je pense que la guerre a beaucoup joué, juste après 1910. Parce que entre toute la première moitié du XXe siècle, on considère que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative du sujet jeune, et que la démence sénile, c'est une maladie vasculaire du sujet âgé. Donc personne ne connaît la maladie d'Alzheimer, parce que c'est des cas très rares du sujet jeune, et on pense que la démence qui survient plus tard, c'est une maladie du sujet âgé. Grâce au microscope électronique dans les années 70, on se rend compte que les lésions décrites par Alzheimer chez ces patients jeunes sont aussi présentes chez des sujets plus âgés. Et donc on commence à parler de démence sénile de type Alzheimer. Puis deux hommes, Robert Katzmann et Robert Butler, pas tout à fait seuls, mais c'est un peu un coup de force de leur part, décident d'appeler l'ensemble, Malagen plus démence sénile de type Alzheimer, ils décident d'appeler tout ça maladie d'Alzheimer. Butler était le responsable des instituts de santé américains à l'époque, qui est à peu près l'équivalent de l'INSERM, mais il raconte rétrospectivement qu'il a fait un coup qu'il appelle politique sanitaire de l'angoisse. Il fallait mobiliser. Pour la démence sénile, ça n'intéressait pas les chercheurs, ça n'intéressait pas les politiques, ça n'intéressait personne. On gérait socialement. Il y avait probablement une solidarité. Il y avait une solidarité parce que Alzheimer avait un problème extrême. Il arrivait très peu à avoir des cerveaux de sujets âgés. Il aimait bien faire des autopsies pour comprendre. Il n'y avait pas d'imagerie à l'époque. Et ils partaient très vite. Ils étaient pris en charge ailleurs. Robert Katzmann et Robert Butler décident donc, avec une espèce de coup de force, d'appeler l'ensemble de ça la maladie. Maladie, c'est très important, c'est très intéressant, parce que du coup, on a un ennemi, on va pouvoir se battre, on l'identifie, on la nomme. Ça permet de lutter contre le fatalisme. Et effectivement, il y a des différences importantes. On peut montrer que cette évolution est distincte du vieillissement normal, que ce sont des choses qu'on n'observe pas chez les personnes du même âge, même s'il y a des continuums, et pour cette raison, ça devient une priorité.
Ils alertent les médias secouent les politiques, les associations se forgent et la recherche commence. Années 90, c'est les années, je les appellerais les années de l'espoir. On a des outils diagnostiques plus efficaces, on conceptualise les choses autour des pertes de mémoire, les premiers médicaments symptomatiques apparaissent, c'est les anticholinésterasiques, on étudie les formes génétiques qui permettent de comprendre la cascade physiopathologique de la maladie, c'est le début de l'hypothèse amyloïde, il y a des modèles animaux, et on se dit le traitement est pour demain. Et on dit le traitement est pour demain. Année 2000, c'est un peu, on a un petit peu déchanté ces dernières années, mais en même temps, parce qu'il y a eu une série d'échecs. Il y a quand même eu une série d'échecs assez retentissants. Ça a mal commencé au début des années 2000 avec l'échec de ce qu'on a improprement appelé le vaccin, avec l'échec de l'immunothérapie, dans laquelle beaucoup de gens avaient mis quand même beaucoup d'espoir. Et la décennie s'est finie. Au dernier congrès de CITIAD, on en parlait à l'époque, le professeur Dubois en parlait, avec l'échec de 2 molécules parmi les plus prometteuses qui étaient dans les tuyaux. On ne donne plus actuellement la promesse d'un traitement pour demain. À la Fondation, on a réuni un groupe d'experts internationaux présidé par le professeur Brodati. Ils ont quand même le sentiment que ce n'est pas dans les toutes prochaines années qu'on trouve une molécule qui va modifier l'évolution de la maladie. En revanche, en France en tout cas, et puis après dans d'autres pays du monde, on a une préoccupation publique, politique, une mobilisation politique. C'est les 3 plans de santé publique qui ont été rappelés. À l'heure où le plan s'achève, je pense que nous pouvons collectivement rendre hommage à Joël Ménard et à Florence Lustmann, qui ont été 2 chevilles à la conception et au pilotage de ce plan, respectivement, qui ont donné au 3e plan, qui était dans la continuité des autres, mais il leur a donné une dimension importante. On a une montée en visibilité, un changement considérable de l'image de la maladie également, qui devient plus importante. On peut se demander si cette montée en visibilité de l'Alzheimer, elle ne s'est pas faite au détriment d'autres pathologies, proche, c'est-à-dire qu'il y a un coup de projecteur sur l'Alzheimer, il y a peut-être d'autres pathologies autour qui n'étaient pas dans le halo de lumière. Bon. Et surtout, voilà, il y a eu et donc les échecs médicamenteux et la réévaluation des médicaments symptomatiques qui ont été jugés d'efficacité plus modeste, plus discrète que précédemment. À l'heure actuelle, on est effectivement beaucoup plus modeste en termes de traitement. On a appris qu'il y a des interventions, souvent on dit non médicamenteuses. Définir négativement quelque chose, c'est généralement le signe qu'on n'en a pas une conception très positive. Donc, comme nous, à la Fondation, nous en avons une conception très positive, intervention psychologique, sociale, des modifications de l'environnement, des aménagements de l'environnement, qu'on peut appeler des approches dites de réhabilitation, c'est-à-dire de compensation d'un certain nombre de handicaps que font les psychologues, que font les ergothérapeutes, que font les orthophonistes, que font les psychomotriciens et un ensemble de professions qui ont été mobilisées sur la maladie dans le cadre du dernier plan, ce qui était extrêmement important, parce que ce plan marchait à la fois avec une grosse impulsion de recherche et une grosse impulsion d'aide au quotidien. Se développent aujourd'hui aussi, alors ça, on le voit nettement fleurir, des approches préventives où il ne s'agit pas d'éviter de compenser, mais de prévenir la décompensation. Vous avez tous entendu parler, je pense, du bien vieillir. Vous commencez et vous allez entendre beaucoup parler de la prévention de la fragilité, un état intermédiaire quand on est une personne âgée entre ce que d'aucuns appellent la dépendance et l'autonomie. Si vous êtes fragile, c'est que vous avez un risque accru de développer dans les prochains mois ou les prochaines années une dépendance. Et puis on se pose actuellement la question du périmètre. Je pense que ça va être tranché. Ça a l'air d'être une question anodine. Sur quoi va porter l'action publique dans les prochaines années ? On a parlé jusqu'à présent de maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées, et se pose actuellement la question du périmètre qu'on va donner. C'est un choix très important.
Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense en même temps, puisque on voit à peu près la tendance, et le DSM-5, qui est la grande classification médicale des maladies, parle actuellement de troubles neurocognitifs majeurs. Il est probable que le périmètre choisi par le président de la République sera à peu près celle-là, troubles maladie cérébrale ou troubles d'origine cérébrale à expression cognitive et comportementale. Je crois que c'est ce qui a été dit à la soirée d'ouverture. Bon. Pourtant, et c'est ça, mais il me semble que selon la façon, aux différentes périodes que je vous ai données, il y a différentes, ça implique quand même des manières très différentes de définir le problème et donc de concevoir des solutions. Je pense qu'on a, c'est peut-être un peu moins le cas qu'il y a quelques années, mais on a encore une approche de l'Alzheimer comme d'une maladie. Alors on rappelle sans cesse que c'est une maladie du cerveau, mais aussi de l'esprit, mais aussi une maladie sociale. Mais on la conçoit encore comme une maladie, donc comme un problème de santé, je serais d'accord. Mais exclusivement comme une maladie me pose un peu question. Je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre du modèle du handicap, du modèle de la classification internationale du fonctionnement. C'est certes une maladie qui a des causes organiques, une dimension organique, des causes organiques, mais elle a un retentissement sur la vie quotidienne, elle limite un certain nombre d'activités, elle limite la participation sociale, et donc le modèle de la maladie chronique, du handicap, et donc de la réponse à la fois médicale et sociale, mais sur les deux pieds qu'on peut lui donner, est absolument considérable. Je pense que Robert Butler, sa politique sanitaire de l'angoisse, elle a été très profitable pour la recherche biomédicale, pour avoir beaucoup d'argent, parce que ça coûte très cher pour les neurosciences, pour la neuroimagerie, pour la neurobiologie, toutes ces disciplines qui nous font absolument rêver, parce qu'on n'est jamais entré dans le cerveau, parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas, parce qu'on comprend des mécanismes extrêmement fins, et parce que les chercheurs français dans ce domaine sont très forts. Mais en même temps, il y a cet autre côté, cette dimension sociale, de solidarité. Notre ministère s'appelle le ministère de la Santé et des Solidarités. C'est important de ne pas décorréler la santé et la solidarité. Donc à la Fondation, il me reste une minute, on a souvent des projets de recherche puisqu'on soutient la recherche psychosociale et la recherche en sciences humaines. C'est un peu moins le cas maintenant, mais ça commençait toujours. C'est un problème majeur de santé publique. Quand les chercheurs envoient quelque chose, c'est un problème majeur de santé publique. Et après, vous avez des chiffres absolument astronomiques, tout à fait inquiétants, moins vérifiés les uns que les autres, parce qu'on ne vous dit pas de quoi on parle, si c'est Alzheimer pur, Alzheimer et apparenté, si c'est démence. Bon. Diane Gove est dans la salle, elle travaille à Alzheimer Europe, et elle pourrait témoigner qu'on est quasiment le seul pays du monde, mais ça vient de notre langue, à parler d'avoir fait un plan Alzheimer. Tous les autres pays du monde ont fait un plan dementia, qui n'a pas en anglais la même signification que notre mot de démence. Donc on est contraint on tourne autour. Mais dementia, c'est un handicap qui a des conséquences sociales, qui a des conséquences sur la vie quotidienne et qu'on peut essayer de compenser par beaucoup de moyens, qui peut avoir différentes causes, différentes colorations, mais le modèle d'intervention est très différent. Donc je crois que l'enjeu, à mon avis, je vous ai fait un petit historique par décennie, on est début 2010. Si on avait un souhait prospectif, vous avez vu que la politique... Le président de la République a demandé à ses ministres de faire un exercice de prospective, la France 2025. Qu'est-ce que vous voudriez que ça soit Alzheimer 2025, dans la tête des gens. Bon. Peut-être que Alzheimer 2025, ce serait de se dire, on va arrêter de vaquer en permanence à nos activités quotidiennes et quelque temps de lever les yeux du côté de la recherche et de demander aux chercheurs qui font de la biologie moléculaire et à l'industrie pharmaceutique, vous avez trouvé un traitement pour l'Alzheimer? Non. Et puis, on revaque. La réponse, M. Amouyel l'a dit aujourd'hui ou hier, ne viendra pas que des médecins. Elle viendra forcément, nécessairement aussi d'une modification de l'attitude collective pour une raison toute simple. Ce n'est pas une raison de principe. Ce n'est pas parce qu'on est philosophe et qu'on a un grand cœur. Les philosophes n'ont pas de cœur. C'est pour une raison très simple. On considère, Alzheimer le disait lui-même, que la plupart des troubles cognitifs handicapants du sujet âgé, ils ont une double étiologie. Les maladies d'Alzheimer pures et les maladies d'Alzheimer, elles sont relativement rares.
Donc même si, par chance, ce qu'on souhaite tous, nos chercheurs trouvent quelque chose qui modifie l'évolution de la maladie, ça va modifier l'évolution de ce qu'eux appellent maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire cette cascade physiopathologique. Mais il restera quand même d'autres phénomènes qui causent des troubles cognitifs et comportementaux et sociaux qui sont importants. Il ne faut pas s'en réjouir, mais ça veut dire que les efforts que font actuellement les chercheurs en recherche psychosociale, les gens qui font de l'innovation sociale pour développer le bénévolat, tous ces gens ne travaillent pas juste en attendant que les chercheurs aient trouvé. Ils travaillent main dans la main avec eux, même si c'est dans des lieux différents, dans le même objectif d'une forme de victoire sur quelque chose qui nous pose un problème. J'aime pas trop le nom de guerre, parce que c'est le mot qui est toujours utilisé, mais de victoire collective contre une difficulté qui nous est posée, qui n'est pas le mal absolu, mais qui est un des mots importants. Pour faire ça, deux conditions. Je pense que pour ça que ceux qui étaient à la soirée d'ouverture ont dû apprécier le débat conceptuel entre Jean-Claude Ameisen, qui insistait sur la nécessité de ne pas avoir d'approche trop spécifique et qui, lui, est pour une vision très globale, handicap cognitif, comportementaux, relationnels, de la trisomie à l'autisme, au trauma crânien, à l'AVC, à l'Alzheimer, parce que c'est une attitude globale de remise en visibilité de sujets qu'on ne voit pas. Bon. À l'inverse, trop dilué nous va peut-être pour une maladie où il y a eu une dynamique qui a été engagée, risque de briser la dynamique, risque de briser l'élan. Je crois que donc il y a une condition qui est quand même très importante si on veut mobiliser la société qui à l'heure actuelle ne veut pas trop savoir, est dans une sorte d'indifférence. Et d'une, il faut aider quand même, parce que cette distinction handicap-dépendance nous handicape, clairement. Handicap-dépendance, ça veut simplement dire que la dépendance, c'est un problème des individus, qui concerne les individus et leurs familles, qui n'est pas de la charge de la société. Mais si on veut, ça veut dire qu'il faut convaincre la société. Il faut convaincre les commerçants, les voisins, les notaires, les pharmaciens, les sensibiliser, essayer de leur donner des outils pour se dépatouiller avec des personnes elles vont être diagnostiquées plus tôt, qui vont vivre plus longtemps avec des difficultés cognitives, il y aura des prédateurs qui essayeront de leur piquer leurs économies, il va falloir les protéger, etc., etc. Mais comment il faut faire? Ça veut dire qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants dans notre communication collective sur la maladie. Je crois que là, c'est un enjeu. Bruno Anglès-Doriac en a un petit peu parlé le premier soir. La façon dont nous communiquons, il y a une éthique de la communication. Pour avoir de l'argent, pour un but noble qui était la recherche. Mais pour avoir de l'argent, on a parfois dépeint les choses de manière un petit peu doloriste et catastrophiste. Et on a un petit peu survendu les promesses de traitement pour demain. Donnez-nous un peu d'argent, on va vous trouver un truc, on aura un monde sans Alzheimer. Demandez, ça c'est une bonne question. Est-ce que vous croyez qu'un jour il y aura un monde sans Alzheimer ? Je crois qu'il faut absolument surveiller ce discours parce que sans cette éthique de la communication, on n'incite absolument pas le corps social à sortir de son sommeil dogmatique, de son indifférence ou de son mépris pour ce problème-là. Il faut montrer les choses de manière réaliste, ni angélique ni catastrophiste, montrer que c'est une difficulté. Susan Sontag dirait montrer que c'est un des maux de notre société, mais que ce n'est pas le mal, et que c'est un des mots importants. Et je crois que pour le faire, nous n'arriverons pas à le faire si nous ne donnons pas davantage la parole aux personnes malades elles-mêmes, qui, au stade, elles vont être diagnostiquées de plus en plus tôt. Moi, c'est en cela que pour moi, le diagnostic précoce est une bonne chose. C'est qu'on va avoir davantage de personnes qui pourront atteintes de la maladie, témoigner en leur nom propre de ce qu'elles vivent, des difficultés qu'elles rencontrent, des besoins qui sont les leurs, sans que nous soyons toujours tous à essayer, avec les qualités et les défauts qui sont les nôtres, à parler à leur place. Je vous remercie.